Alors, avant de vous présenter nos intervenants pour cette deuxième table ronde, nous allons parler donc de la recherche et de l'innovation au service de l'économie bleue. Alors, de quoi parle-t-on ? Je reprends la liste à l'après-vert. Nous parlons bien sûr de la pêche, dans cette économie bleue, de l'aquaculture, de l'énergie marine renouvelable dont on a beaucoup parlé, de l'extraction de granulats, des activités portuaires, de la construction et de la réparation navale, du transport maritime, du tourisme côtier et de secteurs émergents tels que les biotechnologies marines, l'extraction de minéraux marins, auxquels il y a des terres rares notamment, le dessalement ou encore la gestion des câbles sous-marins. Alors ça fait une économie très large, très vaste, très diversifiée, dont on va essayer de parler aujourd'hui avec nos intervenants, et on va s'intéresser surtout aux liens entre la recherche scientifique et l'innovation. Et des liens qui sont faits avec les acteurs, bien sûr, de cette industrie bleue. Nous avons avec nous, pour introduire ce temps, Claire Elliot. Bonjour. Donc, moi, j'ai toujours eu à cœur, en fait, de faire de la recherche appliquée. Donc, depuis mon doctorat, moi, j'avais fait un doctorat sur la recherche de peinture anti-fouling à base d'algues. Donc, c'était vraiment allié le biomimétisme, la bio-inspiration. Alors, on me dit que souvent, c'est des idées nouvelles, mais ça datait déjà de l'année 2000. Et moi, j'ai toujours eu, en fait, ce goût de l'observation. Et voilà, pour moi, c'était important de me dire, ben, on peut s'inspirer du milieu naturel. Alors, pour moi, c'était le milieu marin, mais pour essayer de trouver des solutions applicables à l'industrie qui permettent de faire profiter l'industrie tout en respectant l'environnement. Et pour moi, ça a vraiment toujours été le leitmotiv de mes recherches. Et j'ai toujours eu aussi à cœur de travailler sur des sujets qui sont importants pour la société, importants pour l'environnement, importants pour l'économie. Donc c'est tout naturellement en fait que je suis allée vers les entreprises. Alors c'est peut-être aussi parce que dans ma famille, tout le monde est entrepreneur et je suis la seule scientifique, mais j'ai vraiment toujours eu cette fibre industrielle et cette idée aussi que la recherche faite par les universités d'un pays doivent bénéficier à ce pays et à la compétitivité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a toujours été très, très important pour moi et qui explique mon parcours. Chose formidable. Alors, je vais vous présenter plutôt nos intervenants. Nous avons autour de la table Laurent Dumont. Laurent Dumont, bonjour. Ici, voilà. Donc vous êtes de la Dréal Normandie, vous représentez un peu l'État autour de cette table. Nous avons Herveline Gaborio. Bonjour Herveline. Directrice de France Énergie Marine, Recherche et Innovation. Merci d'être avec nous. Jean-Claude Dauvin, qui est avec nous aussi. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Voilà, je me demandais si vous étiez bien avec nous. Professeur émérite de l'Université de Caen, et vous faites partie du groupement d'intérêt scientifique Effets cumulés en mer. Vous allez voir, c'est au cœur des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Ludivine Martinez, vous êtes... qui sera en Zoom avec nous. Je ne l'avais pas vu. Donc, biologiste marine, responsable de la cellule Coabis à La Rochelle Université. Elle nous en dira plus. Nous avons Mathilde Fernandez. Bonjour Mathilde Fernandez. Où êtes-vous ? Ici même. Vous êtes coordinatrice de la chaire Transition portuaire et maritime à l'Université de Bretagne occidentale. Donc vous nous en direz plus dans quelques instants. Et Raphaël Legouvelot. Bonjour Raphaël. Raphaël, il y a un A. Navigatrice, experte et autrice du rapport vers une économie bleue régénérative, une cartographie de l'économie bleue. Merci d'être avec nous. Frédéric Ravilli. Bonjour Frédéric, vous êtes du pôle mer Bretagne Atlantique. Et Jocelyn Guillot, qui est avec nous. Merci beaucoup. Chef de projet énergie hydrolienne et je n'ai pas le nom de votre entreprise ? Énergie Marine Développement. Voilà, exactement celle-ci. Alors, merci à tous d'être avec nous pour pouvoir parler des problématiques d'intégration de la recherche scientifique au sein de la sphère économique et aussi des problèmes qu'elle rencontre, notamment liés à la dimension
complexe, c'est un terme qu'on a utilisé là, multidimensionnel, la dimension nécessairement pluridisciplinaire qui est au cœur de notre réflexion quand on parle de la mer et de ses transitions. Alors la première question, j'aurais peut-être voulu, la première prise de parole, j'aurais voulu la donner à Mathilde Fernandez, puisque vous êtes en ce moment en lancement d'une chaire, et donc quand on commence une chaire aujourd'hui à l'université, quelles sont les questions qui animent? Alors il y a déjà cette envie que ça puisse avoir un impact, donc le faire avec les acteurs économiques, que ça ne reste pas dans la tour d'ivoire de l'université. Mais quelles sont les questions qui vous animent là dans les discussions de la naissance de cette chaire en 2024? Bon, 1, 2, ça marche. Donc déjà, la chaire, ce n'est pas qu'une initiative de notre part, monde académique. C'est vraiment la rencontre, c'est-à-dire que l'idée d'une chaire est née autour d'une table ronde journalisme et mer à l'Université de Bretagne occidentale. Et c'était l'ancien directeur du port de Brest qui justement déplorait qu'il n'y ait pas assez de liens avec l'université. Et de notre côté, on déplorait de ne pas avoir accès au port facilement. Voilà. Et donc, s'en est suivi une série de rendez-vous. Et il y avait ces dispositifs, les chaires, qui se développaient. Et donc, Éric Foulquier, maître de conférence en géographie au laboratoire LETG de l'UBO, et Gaël Guéguin-Alouette, professeur de droit public au laboratoire Amur de l'UBO, tous les deux co-porteurs scientifiques de la chaire, ont proposé une chaire. Voilà. Et donc, ils ont été invités lors d'une assemblée de la CCI, il me semble. Et ils ont proposé, avec des chiffres, un projet de chaire pour véritablement créer donc, une plateforme. Donc le but était vraiment de créer cette plateforme de discussion, de rencontre entre le monde académique et le monde socio-économique. Alors quel est l'enjeu de ces rencontres d'un point de vue des sujets abordés? On pourrait y revenir avec Frédéric Ravilly. Je pense que la dynamique est différente dans le monde de l'innovation et dans cette chaire dont je rappelle le titre qui est... Transition, oui, c'est ça. Donc, ça n'est pas le même c'est vraiment une thème. chaire, voilà, autour de la transition portuaire. Donc on a dégagé, déjà on a rassemblé au début une équipe scientifique composée de membres de l'UBO et de l'UBS, Bretagne Sud. Alors les scientifiques sont vraiment alors nous l'équipe fondatrice on est sciences humaines et sociales, mais on a aussi des écologues de la science de l'information, des historiens, voilà, on a un partenariat, on développe un partenariat avec l'ENSTA aussi, école d'ingénieurs. Donc vraiment c'est pluridisciplinaire déjà, l'équipe scientifique, et on s'est réunis pour dégager des axes de recherche sur l'acceptabilité. Donc forcément ça parle le développement des usages, des activités, comment c'est reçu par les usagers du port, par la ville, le lien ville-port. On a aussi l'adaptabilité. Voilà, les questions de submersion marine, de transition énergétique, et la question plus transversale de la trajectoire. Voilà. Comment rassembler des données pour essayer de finalement dresser des scénarios pour une trajectoire de nos ports territoriaux. Donc on est plus axé ports territoriaux que grands ports. Et voir un petit peu en prospective, voilà, avec tous ces acteurs. Et alors, pendant nos échanges préliminaires, il y a à peu près 1 minute 45, vous me disiez que ce n'est pas du conseil que vous apportez aux acteurs économiques et à la puissance publique, parce que c'est les deux acteurs principaux de cette chaire. Ouais, c'est quoi la différence alors avec du conseil ? Alors en fait, véritablement, alors ça c'est ça qui était au début justement le port de Brest nous a dit d'accord, on va faire du consulting ensemble. Alors non, non, c'est pas possible légalement, en plus on n'en a pas le droit. Donc on a dû réfléchir justement à une autre manière de proposer nos échanges, et c'est véritablement essayer de faire
Alors ça se construit, hein. On est toujours en réflexion, c'est la chaire, on a commencé nos travaux là, juin 2024. Donc on se construit petit à petit, mais pour l'instant ce qui se dégage, c'est la volonté de faire percoler le savoir scientifique vers le monde socio-économique et de la même manière, nous, enrichir notre objet de recherche, les ports, et enrichir notre vision justement de ces questions-là. Donc c'est vraiment dans les deux sens. Ouais, ça permet vraiment d'avoir une vision plus multidimensionnelle, plus complexe, plus connectée de la diversité de ces enjeux. Peut-être, Laurent Dumont, quand on a discuté avant, vous me disiez que c'était presque ça le problème, c'est qu'une fois qu'on est pris dans la complexité, prendre la moindre décision paraît complexe. Et donc cet enjeu de la pluridisciplinarité par rapport à la parole d'un expert, où on pouvait avoir un couteau qui tranche ce monde en deux dimensions, là d'un coup le couteau devient plus difficile à utiliser et à manier. C'est quelque chose que vous sentez vous au niveau de l'Adréal, et quel est votre lien vous avec le monde de la recherche au niveau de l'Adréal? Bonjour à tous. Donc moi je travaille effectivement dans une DREAL, direction régionale de l'environnement, aménagement, logement, celle de Normandie. Ce qui veut dire que quand je représente l'État, non, je représente quelqu'un qui travaille au service de la République française et de l'État, oui, mais dans un cadre déconcentré. C'est-à-dire que mon échelle, c'est la région, mon partenaire, c'est la région Normandie. Et la question que vous posez, finalement, alors, à la fois, on a des activités de régulation, délivrer des autorisations administratives, etc. Et là, le lien avec la science et la recherche, il est évident. C'est-à-dire que plus on aura des projets qui sauront expliquer quels sont leurs impacts réels et ce qu'ils ont fait pour éviter, pour réduire et pour compenser, globalement, mieux on se portera. Sur des projets majeurs, ça reste quelque chose d'extraordinairement compliqué. Enfin, je ne sais pas si pour les porteurs de projets c'est simple, mais alors pour les services instructeurs, ça ne l'est pas. Voilà. Donc on a en permanence besoin en fait d'un dialogue avec le porteur de projet. On a besoin d'une connaissance qui progresse et une connaissance vraiment des impacts. Enfin, c'est vraiment ça le sujet le plus difficile. Après, pour ce qu'on fait ce que je fais plus particulièrement, moi je fais des aires protégées. Donc, on ne va pas forcément développer ici sur l'interdisciplinarité. Je fais aussi de l'adaptation côtière. Et dans l'adaptation côtière, ben oui, on est complètement confronté au fait qu'il faut changer, ou il va falloir changer des territoires, des façons d'aménager, des façons de vivre, des usages, pour des raisons géotechniques, géomorphologiques, hydrologiques, etc., etc. Et donc, concrètement, on a, je vais prendre deux exemples peut-être de ce qu'on fait en Normandie en particulier. On a un programme de recherche qui a maintenant 3-4 ans avec l'Université de Rennes qui s'appelle Rivage Normand 2100. Et on s'est intéressé à la question du biseau salé. C'est-à-dire qu'on a dit, voilà, quand la mer va monter, la nappe ou les aquifères côtiers vont monter, c'est vrai. Mais un des impacts majeurs, c'est pas tant la montée du niveau des aquifères que l'introduction du sel ou la pénétration du sel à l'intérieur des terres. Plusieurs kilomètres parfois quand les débits des aquifères sont faibles en profondeur, mais surtout en hauteur. Et globalement, pour 1 mm d'élévation du niveau marin, on va avoir 12 mm de montée du gradient de sel. Et donc là, ça peut commencer à chatouiller les racines de certaines plantes qui, n'étant pas habituées à vivre dans le sel, globalement, on va avoir des changements de pratiques culturelles, on va avoir des changements d'écosystèmes aussi. Mais il y a des choses comme ça. Et puis le deuxième peut-être projet d'innovation forte qu'on a eu dans la région, c'est Rêve-Côte. Stéphane Costa, bien connu de certains, y était. Alors il y a à la fois un sujet de modéliser proprement des événements extrêmes passés sur un niveau marin surélevé. C'est-à-dire s'il nous arrive la même tempête qu'en 90, mais avec la mer 1 mètre plus haut, comment on modélise proprement. Et surtout, pour rendre compte, il y a une énorme innovation sur la réalité virtuelle. Et donc, globalement, il y a un casque ou un écran dans une salle spéciale où vous êtes en situation, vous êtes dans les rues d'Étretat, c'est le premier film qui avait été fait, et vous prenez la tempête de 1990 avec la mer plus haute d'1 mètre, et vous voyez l'eau, vous arrivez dessus et vous vous rendez compte. Et ça, c'est un outil de pédagogie formidable. Donc c'est à la marge, mais c'est de l'innovation, et sans ça, ou ça nous fait progresser dans la médiation, dans l'explication de phénomènes complexes. Alors je voudrais peut-être donner la parole à Raphaëla Le Gouvelot. Je vous laisse atteindre le micro.
Il y a la réalité de l'avancée des problématiques environnementales liées à la mer. Et il y a les tentatives de l'industrie de s'y adapter, ou en tout cas de donner l'impression qu'il s'y adapte. L'industrie bleue, c'est un peu comme l'industrie verte, elle a tendance à vouloir utiliser de la peinture. Quelle est la place des chercheurs et de la science pour réussir à évaluer la réalité des efforts qui sont faits et s'ils sont suffisants? Vous parlez non pas d'une industrie verte ou d'une industrie durable, mais d'une industrie régénérative. Alors, quel est le sens que vous mettez derrière ce mot? Merci beaucoup. En fait, je pense que je représente ici, là, pour parler de cette économie bleue régénérative, je représente aussi la voix de ce travail qu'on a fait avec l'AFD, l'Agence française du développement, et l'UICN, notamment internationale. Et la question que se posait l'AFD, et qu'il se pose aussi sur nos territoires, c'est de qu'est-ce qu'on veut faire avec de l'économie bleue. Donc notre travail, il a été d'abord de voir ce qui se passait, et si vous prenez par exemple le simple exercice qu'on peut faire un travail d'analyse lexicale sur la définition de l'économie bleue, on se rend compte qu'effectivement ça peut être une liste à l'après-vert de différentes activités économiques plus ou moins liées à la mer qu'on agrège pour faire une croissance bleue avec un PIB bleu, et tout le monde est content. Et puis on peut alors aller un peu plus loin, on va parler alors à ce moment-là d'économie bleue durable, mais se pose la question de savoir que dans cette économie bleue durable, finalement vous mettez tout, on met tout, y compris l'industrie pétrolière, etc., etc. Donc quand on est dans une optique de transition et de vision à 2030-2050, notamment les financeurs de l'économie bleue durable se posent la question de dire il faut qu'on aille plus loin vu les enjeux. Et donc nous avons proposé, et c'est ce qu'on va faire pour l'année prochaine en 2025, de dire on va aller vers une transition vers une économie bleue régénérative. Dans le sens de quoi? Dans le sens qu'elle place la priorité sur d'abord la bonne santé des écosystèmes marins et côtiers, parce que ça c'est la base pour de nombreuses populations et nous-mêmes sur la Terre pour bien vivre et vivre avec la mer et l'océan. On sait son rôle essentiel qu'il joue. Donc ça c'est le premier postulat de base et qui est le principe fondateur. Et puis derrière on pose aussi la question de qu'est-ce qu'on veut comme modèle économique. Et on voit bien qu'avec le développement, par exemple, d'un certain nombre d'industries, cette économie maritime est souvent entre les mains de grosses sociétés, échappe aux populations locales, notamment dans beaucoup de pays en voie de développement. Et donc se pose la question du modèle inclusif qu'on veut avoir de cette économie bleue régénérative. Donc il y a un double aspect, le côté environnement, le côté inclusion, et aller chercher des impacts positifs. Donc on va plus loin que la simple, qui est déjà très compliqué, de l'ERC, réduire, penser. L'idée c'est d'aller chercher aussi des activités qui vont permettre de gagner des points, et notamment de gagner des points aussi en matière de biodiversité, et gagner des points en matière d'inclusion sociale. Donc c'est un vrai challenge, et c'est là où en fait je fais le lien avec la recherche, c'est que du coup s'ouvre un énorme agenda de recherche pour aller chercher des bons indicateurs, peut-être agrégatifs aussi, permettre en fait d'évaluer et de fouiller, d'explorer cette économie bleue régénérative qu'on a envie de pousser. Ouais. Alors Jean-Claude Devin, peut-être, est-ce que vous auriez quelques mots sur cette question de l'évaluation de l'impact? On sent qu'il y a vraiment c'est l'un des rôles de la recherche scientifique de poser au fur et à mesure des réglementations qui pilotent un petit peu les activités économiques. Est-ce que vous avez l'impression que c'est vraiment l'un des terrains sur lesquels la recherche doit apporter son éclairage? Comment évaluer l'impact? Comment avoir des grilles rationnelles qui permettent d'évaluer les dommages externes qui sont faits par cette industrie bleue et de la piloter? Merci de me donner la parole. Je voudrais juste faire un préambule par rapport à ce qui a été dit hier
et ce matin. Je pense que la transmission des savoirs est extrêmement importante en ce qui concerne les connaissances sur le milieu marin. Qu'on a vu, c'est la complexité. Mais on se regarde la salle, on a un contraste entre des cheveux blancs ou plus de cheveux du tout et de la jeune génération qui repose beaucoup sur des associations. Et ces associations sont souvent portées par des retraités. Et là, je m'adresse à la jeune génération, engagez-vous dans ces associations qui mettent en commun, comme on le fait aujourd'hui, à la fois des chercheurs, des enseignants-chercheurs, et puis les acteurs, les décideurs. Je crois que c'est très important. Alors, pour répondre maintenant à la question, et d'ailleurs, pour compléter ce qui a été dit au niveau de la Commission nationale de débat public, ce n'était pas simplement une confrontation entre le développement des énergies marines renouvelables et l'éolien versus la pêche. Il y avait aussi l'ensemble des activités humaines, donc le littoral et la mer. Il y a d'autres activités que celles du développement de l'éolien, qui sont des activités traditionnelles comme la pêche, mais aussi les extractions de granulats, des dépôts de dragage et d'autres. Et donc il se pose la question du défi de notre communauté scientifique par rapport aux différentes activités humaines. Je rappelle que le système Manche-Mer du Nord, dans la fameuse publication d'Alperne de 2008, publiée dans Science, où il y avait le plus d'activités humaines dans l'ensemble des écosystèmes marins, le système Manche-Mer du Nord est un des 2 systèmes où il y a le plus d'activités humaines dans le monde. Donc le défi, il est double. Il est de faire la part de ce qui est dû à chaque activité humaine par rapport à la trajectoire des écosystèmes. Donc j'ai bien aimé l'intervention de monsieur le maire de Pouliguen, où il a donné la dimension globale, holistique, écosystémique, d'abandonner cette vision sectorielle pour une vision globale. Et il se pose la question d'évaluer l'impact de chaque activité, l'impact cumulé des différentes activités, parce que là on est bien dans un système d'impact cumulé par rapport à la pression anthropique. Mais souvent, on oublie aussi que les façades maritimes dans lesquelles nous sommes, la France métropolitaine, ont des particularités, et des particularités pour la Manche par rapport, eu égard à la Méditerranée. Il y a un forçage marégraphique, donc on ne trouve pas les mêmes fonds partout. Et donc il y a aussi la dimension marégraphique, la dimension océanographique qu'il faut tenir en compte. Alors dans le cadre du GIS Écume, qui a été créé en 2020 et qui a une durée de vie de 6 ans, j'espère qu'il perdurera au-delà, c'était la nécessité de mettre en commun l'ensemble des acteurs du territoire. Donc le territoire, au début, c'était la baie de Seine étendue. Aujourd'hui, c'est le territoire de la Manche-Est, mer du Nord, dont je suis d'ailleurs le président du conseil scientifique, donc depuis la baie du Mont-Saint-Michel jusqu'à la frontière espagnole, de mettre l'ensemble des acteurs académiques, les 3 universités normandes, l'ensemble des acteurs, donc il y a les 2 parcs éoliens, Courseulles, Fécamp, il y a RTE, le comité régional des pêches, l'UNICEM au nom des extracteurs de granulats, les ports de Normandie et Aropa Port. Donc 6 acteurs. Donc la gouvernance est simple, un comité de pilotage, un comité scientifique, une assemblée générale qui réunit l'ensemble des acteurs du territoire et évidemment un coordinateur qui nous sert de tremplin et qui sert de communication et d'organisation de tout ce GIS. Alors la question qui se pose, parce que les industriels ont besoin, non la pêche, ont besoin de répondre à un aspect réglementaire qui est l'évaluation des impacts cumulés. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, on n'a pas de méthodologie d'évaluation des impacts cumulés. Alors moi, je suis plutôt bentologue, c'est-à-dire j'ai étudié au niveau des fonds marins, et une thématique que je n'avais pas du tout envisagée lorsque nous avons monté ce GIS Écume, on a fait le tour des différents acteurs pour voir quelles sont les thématiques qui sont croisées. On ne travaille pas sur une seule thématique, mais thématiques croisées. Une deuxième thématique qui est apparue extrêmement importante, c'est le bruit. Il y a beaucoup d'études, on a parlé de nuisances acoustiques par rapport à l'éolien tout à l'heure, il y a beaucoup d'études qui se font sur les mammifères en particulier, et il y a très peu d'études qui se font sur les espèces commerciales. Donc on a eu la chance d'avoir un fonds FEAMPA, coordonné par nos collègues du comité régional des pêches, avec l'IFREMER, Centre-Mer, Manche-Mer du Nord, et aussi avec l'Université du Havre. On va travailler sur des espèces d'intérêt commercial. Nous travaillons également sur les transits sédimentaires,
par exemple entre une zone d'extraction de granulats versus une zone de dépôt. Enfin, nous avons une thématique nouvelle, parce que moi je plaide beaucoup par rapport à la résilience des systèmes marins. Je travaille sur les invertébrés. Les invertébrés présentent une très forte résilience, c'est-à-dire que quand on cesse une activité, on a parlé de temps de durée des éoliennes, 25 ans, donc il y a déjà des fonds qui sont réservés pour le démantèlement des champs d'éoliennes. Il va y avoir une récupération après une activité. C'est la même chose en ce qui concerne les extractions de granulats. D'ailleurs, on les fait de façon intelligente, de façon à extraire une zone, puis une zone plus éloignée, entre deux, une zone de jachère, qui permet une recolonisation plus rapide. Et enfin, pour finir, nous avons aussi, bien entendu, entendu les messages depuis hier d'une confrontation, pas une confrontation, une complémentarité, pardon, entre les sciences humaines et sociales et les sciences de la nature. Et nous avons un volet sur l'acceptabilité sociale, et nous venons d'être lauréats du Fonds d'intervention maritime, et nous allons créer avec une structure qui est cannaise, le Dôme, un Living Lab, de façon à prendre en compte 3 types de personnes qui vont être interviewées, les scientifiques, les acteurs et les associations, pour voir comment il y a une perception et une connaissance des activités humaines en mer, et comment il y a une perception, une connaissance des interactions qui existent entre ces différentes activités. Et bien entendu, j'entendais les cartes tout à l'heure, il y a vraiment une dimension qu'on a entendue aussi depuis 2 jours, cette dimension temporelle. Donc on vise 2050, mais nos systèmes ne font que d'évoluer. On a des projections en 2050, en 2100, avec des changements probablement d'espèces. Et les cartes qu'on peut faire, notamment par rapport aux activités de pêche en 2024, ne seront probablement pas les espèces qu'on pêchera en 2050 et encore moins celles qu'on pêche en 2100. Attention aux cartes, hein, c'est quelque chose de fixé à une date T, alors qu'on est dans un système, on parle du littoral, c'est un système dynamique. Au fil du temps, il y a eu des phénomènes de transgression, des régressions. Quand j'étais enseignant, je disais toujours, il y a 18 000 ans, la mer de la Manche était vide. Aujourd'hui, elle est à un niveau important, elle monte, ok, mais elle a toujours monté et descendu. Donc ce que veulent la plupart de nos citoyens, c'est un littoral fixe, alors qu'on est dans un système dynamique.